À Paris, dans le calme discret du boulevard Pereire, une demeure ancienne porte encore les traces d'un siècle révolu. Les volets fermés, les boiseries sombres et le jardin envahi par le lierre donnent à la maison une allure étrange, presque théâtrale, comme un décor abandonné. C'est ici, dans cette résidence devenue symbole de déclin et de silence, que Sarah Bernhardt, la plus grande tragédienne que la France ait connue, a rendu son dernier souffle le 26 mars 1923. On l'appelait la Divine, une femme qui a transformé le théâtre en rituel, la scène en autel, sa voix en destin. Mais derrière la légende, derrière les ovations qui ont fait trembler les plus grandes salles d'Europe et d'Amérique, la fin fut étonnamment paisible, presque effacée, comme si le monde n'avait pas su retenir son souffle assez longtemps pour accompagner son dernier acte. Au moment de sa mort, sa fortune était estimée à l'équivalent de plusieurs millions d'euros actuels, résultat d'une carrière fulgurante, de tournées internationales et d'un prestige rare. Mais dans cette maison parisienne, figée depuis ce jour, cette richesse paraît soudain dérisoire. Les pièces autrefois remplies d'étoffes, de costumes, de lettres et de parfums semblent désormais englouties par un silence profond. On dit que la chambre où elle est morte garde encore une impression étrange. Un lit trop grand pour un corps affaibli, un rideau qui laisse passer une lumière dorée, et une canne sculptée reposant près de la fenêtre, comme si elle allait se lever pour répéter une dernière réplique. Entre la gloire triomphante de son époque et le silence lourd qui enveloppe aujourd'hui sa demeure, une question demeure. Comment un nom aussi éternel peut-il s'éteindre dans une maison désormais si immobile? 2. Sarah Bernhardt naît le 22 octobre 1844, à Paris, dans un monde qui semble déjà trop étroit pour contenir une destinée comme la sienne. Enfant illégitime, élevée loin des conventions bourgeoises, elle découvre très tôt que la fragilité peut devenir une arme et que la scène pourrait être le seul endroit où elle respire vraiment. À l'adolescence, elle entre au conservatoire, mais ce n'est pas l'école qui la façonne. C'est sa volonté farouche, presque sauvage, de dompter la lumière. En 1872, tout bascule. Elle triomphe à la Comédie Française et devient, en quelques saisons seulement, l'actrice la plus célèbre d'Europe. Le public ne l'admire pas seulement, il la vénère. Sa voix, grave et vibrante, son regard brûlant et insaisissable, ses gestes, lents puis soudain fulgurants, tout en elle semble conçu pour bouleverser. Elle joue Racine, Hugo, Shakespeare, elle fait trembler les planches, bouleverse les rois, choque les puritains. Dans le monde entier, on parle de la divine, cette femme capable d'incarner la mort, l'amour, la folie, la trahison, et de les rendre plus réelles que la vie elle-même. Mais derrière les triomphes, les foules, les bouquets jetés sur scène, se cachent trop des failles profondes. Sarah souffre de douleurs chroniques, de crises d'asthme, d'épuisement. Elle enchaîne les tournées, parfois jusqu'à l'effondrement. Son corps se fragilise, son âme, elle, brûle encore plus fort. Elle ne savait pas vivre autrement que dans l'excès. Excessive dans le travail, excessive dans l'amour, excessive dans son rapport au monde. Une comète qui refusait de ralentir, même lorsque le ciel devenait trop lourd. Et malgré la gloire, un sentiment étrange l'accompagne toujours. Une solitude inavouée, presque honteuse, qu'elle dissimule sous les costumes, les applaudissements et les rideaux rouges. Sa vie est une ascension éclatante, mais derrière les projecteurs, quelque chose d'autre commence à se former, plus sombre, plus silencieux. Mais derrière les projecteurs, un autre récit se dessinait. 3. Dans les dernières années de sa vie, Sarah Bernhardt n'est plus seulement une légende, elle est une silhouette fragile qui traverse sa propre maison comme on traverse un souvenir. Les tournées triomphales appartiennent au passé. Le temps désormais avance plus lentement, avec une gravité qu'elle ne parvient plus à ignorer. Sa santé décline. En 1915, après des années de douleurs insupportables, elle subit une amputation de la jambe droite. Mais Sarah refuse d'abandonner la scène. Elle joue assise, joue debout avec une prothèse, joue sur un lit même. Rien, pas même la mutilation, ne peut l'empêcher de vivre dans la lumière. Mais cette lutte acharnée contre la faim lui coûte une énergie immense. À la maison du boulevard Pereire, les journées deviennent longues. L'actrice passe des heures près de la fenêtre, observant les passants, le vent qui soulève les feuilles, les ombres qui glissent sur le trottoir.
Elle n'aime pas le silence, mais il s'impose à elle. Le piano du salon n'est plus touché. Les couloirs autrefois remplis de visiteurs, de poètes, d'artistes, se vident peu à peu. Elle reçoit encore quelques amis fidèles, Jean Cocteau, Sacha Guitry, mais les conversations s'éteignent vite. Elle fatigue. La respiration devient plus lourde, les nuits plus longues, les réveils plus difficiles. Dans sa chambre, les rideaux épais tamisent la lumière. Le lit semble immense, presque disproportionné pour ce corps qui s'effrite. Sur la table de chevet, une lettre inachevée et un petit crucifix témoignent de ses dernières tentatives pour garder un lien avec le monde. La maison respire avec elle. Chaque pas qu'elle fait résonne dans les couloirs comme un écho de son passé glorieux. Chaque objet semble regarder sa maîtresse décliner. Les costumes rangés dans l'armoire, les portraits de ses rôles mythiques et la célèbre canne d'ivoire, symbole d'une force qu'elle tente encore d'afficher malgré la douleur. Le soir, elle ferme les yeux en écoutant le murmure du vent contre les vitres, un son qu'elle compare à un applaudissement lointain, presque oublié. Elle sait que le rideau final approche. Elle le sent dans ses os, dans sa voix, dans le poids du silence qui envahit lentement chaque pièce. C'est dans cette maison que le silence a fini par gagner. Le 26 mars 1923, Paris se réveille sous un ciel gris, étouffé, comme si la ville entière sentait qu'un souffle immense allait s'éteindre. Dans sa maison du boulevard Pereire, Sarah Bernhardt repose dans sa chambre, affaiblie, presque immobile. Depuis plusieurs jours, elle ne quitte plus son lit. Sa respiration est lente, irrégulière, chargée d'un poids que même son esprit indomptable ne peut plus combattre. La pièce est silencieuse. Une lampe diffuse une lumière jaune pâle, presque religieuse. Sur la cheminée, un bouquet de fleurs commence à faner. Dans l'air flotte une odeur légère d'encens, une habitude qu'elle gardait pour apaiser son esprit lors des nuits les plus lourdes. À ses côtés, quelques proches veillent. Son fils, Maurice, lui tient la main. Des amis fidèles murmurent des prières. Mais l'actrice, elle, ne parle plus. Ses yeux à demi clos semblent regarder un point lointain, comme si elle observait une scène invisible à tous les autres. Aux alentours de 17 heures, tout se fige. Sarah, la femme qui avait joué la mort sur scène des centaines de fois, vit son dernier acte sans geste, sans mots, sans éclat. Un souffle s'arrête. La chambre devient soudain trop grande, trop vide, trop silencieuse. La lumière baisse comme dans un théâtre à la fin d'une pièce. La nouvelle se répand dans Paris en quelques minutes. Les théâtres interrompent leurs répétitions. Des actrices pleurent en public. Les journaux titrent « La divine est morte ». La France perd non seulement une comédienne, mais un symbole, une voix qui avait su traverser les frontières du réel et du mythe. Pendant ce temps, dans la maison, rien ne bouge. Le rideau de velours reste tiré. Le parquet ne résonne plus. Sur le lit, l'oreiller garde l'empreinte de sa tête, comme une marque fragile de son passage. Une mort calme, presque douce, pour une femme qui avait toujours vécu dans l'excès. Une fin silencieuse, presque timide, pour une voix qui avait dominé le monde. Pourquoi tant de silence autour d'un nom si grand? 5. Après la mort de Sarah Bernhardt, sa maison du boulevard Pereire devient un lieu étrange, presque sacré. Les rideaux restent tirés pendant des jours. La porte d'entrée s'ouvre et se referme dans un silence épais, seulement traversé par les pas feutrés des proches, des notaires et des assistants chargés d'inventorier ce que la divine a laissé derrière elle. Sa fortune, transposée à la valeur actuelle, équivaudrait à plusieurs millions d'euros. Un empire né de tournées triomphales, de contrats prestigieux, de ventes de photos, de représentations privées pour les cours royales d'Europe et d'Amérique. Mais malgré son succès, Sarah était connue pour son caractère extravagant. Elle dépensait vite, offrait généreusement et menait un train de vie qui dépassait parfois les capacités de sa propre richesse. La succession révèle un mélange fascinant de splendeur et de chaos. Dans la maison, on découvre des coffres contenant des bijoux rares, des lettres d'amants célèbres, des manuscrits annotés de sa main, des costumes de scène somptueux, encore imprégnés de poudre et de parfum, des meubles anciens importés d'Italie, d'Espagne, de Belgique, et même des objets insolites, comme un cercueil décoratif qu'elle possédait pour répéter les scènes de mort.
Chaque pièce semble raconter une histoire. Le salon, avec ses fauteuils en velours rouge, garde l'empreinte de soirées animées où les plus grands artistes venaient l'écouter raconter ses tournées. La chambre, où elle a rendu son dernier souffle, reste la plus lourde. Un lit monumental, un miroir voilé, un crucifix posé sur la table de nuit, et une atmosphère si dense que certains proches diront avoir senti la présence de Sarah pendant plusieurs jours. Le notaire chargé de la succession décrit une situation complexe. Sarah laisse derrière elle des dettes importantes, conséquence de son style de vie flamboyant, mais aussi des actifs considérables. Son fils Maurice hérite de la majorité des biens, mais doit également gérer les créanciers, les archives, les contrats en attente. Le théâtre de la Renaissance, qu'elle avait dirigé, fait aussi partie des discussions. Des œuvres d'art, des meubles, des manuscrits sont vendus pour régler certaines dettes, mais plusieurs objets personnels sont conservés comme pièces historiques, destinées au musée. Pour beaucoup, la découverte la plus bouleversante reste la maison elle-même. Elle n'est pas seulement un lieu, c'est un mausolée vivant, saturé de son énergie. Le parquet craque comme une scène vide. Les murs, jaunis par le temps, semblent encore vibrer de ses voix. Les costumes suspendus paraissent attendre une dernière représentation. Et au milieu de tout cela, une question s'impose aux héritiers. Que reste-t-il vraiment lorsqu'une vie si immense s'éteint? Des objets? Des dettes? Des souvenirs? Ou seulement une trace invisible qui continue de flotter dans l'air? Car dans cette maison abandonnée, quelque chose persiste. Une force, un parfum, une ombre. Comme si Sarah refusait encore de quitter complètement la scène. Peut-on vraiment posséder ce qui nous échappe après la mort? Les lumières s'éteignent, les portes se ferment, et la demeure reste là, immobile, comme un dernier souffle suspendu. 6 dans la maison silencieuse du boulevard Pereire, le temps semble s'être arrêté. Les volets à demi fermés laissent effiltrer une lumière pâle, presque dorée, qui glisse lentement sur les murs comme une main invisible. Chaque pièce respire encore un peu de Sarah Bernhardt. Une énergie légère, un parfum ancien, une trace de présence qui refuse de disparaître. Elle a vécu comme une reine. Elle est morte comme une femme fatiguée. Entre les deux, elle a secoué le monde, bouleversé les scènes, défié les limites du corps et de l'âme. Sa vie fut une montée en flèche, un incendie, un triomphe. Sa mort, un souffle, un murmure, un rideau qui tombe dans une salle désormais vide. Mais l'héritage de Sarah Bernhardt ne se mesure ni en bijoux, ni en manuscrits, ni en millions. Il se mesure en empreintes, dans les actrices qu'elle a inspirées, dans les théâtres qui résonnent encore de ses interprétations, dans l'idée même que l'art peut survivre à la chair. Lorsque la nuit recouvre Paris et que le vent effleure les fenêtres de sa maison abandonnée, on pourrait croire entendre une voix lointaine, fragile, comme un dernier salut. Un écho qui ne meurt pas, une lumière qui refuse de s'éteindre complètement. Alors la question revient, douce et douloureuse. Le vrai héritage, est-ce ce qu'on possède ou ce qu'on inspire? Qui se souvient encore d'elle? Et si la véritable richesse était le souvenir qu'on laisse dans le cœur des autres? La lumière décroît, le silence s'installe, et une vérité demeure, lente et profonde. Le silence ne tue pas la mémoire, il la purifie.